Bonjour Fabrice Midal, merci de nous accueillir chez vous. Vous participez à Wisdom Paris le 24 novembre et vous êtes philosophe, le principal enseignant de la méditation en France et vous êtes le fondateur de l'école occidentale de méditation. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qu'est-ce que la méditation et qu'est-ce que l'école occidentale de la méditation? Alors, je me suis engagé dans la méditation il y a plus de 20 ans. À l'époque, ce n'était pas du tout connu. Et puis, j'ai fondé l'école occidentale de méditation, qui est la principale école. Je suis devenu un des principaux enseignants. Je forme beaucoup de gens qui eux-mêmes maintenant transmettent la pratique de la méditation dans différents endroits, des enseignants, des thérapeutes, etc. Et puis, je suis aussi éditeur chez Belfond et chez Pocket, des principaux auteurs de méditation, donc de tous les côtés. Je me suis engagé à essayer de présenter une méditation laïque, en débat, en dialogue avec les difficultés de notre temps pour qu'elle aide vraiment à garder toute sa pertinence et toute son efficacité. D'où le nom de École occidentale de la méditation. Absolument. Super. De nombreux travaux en neurosciences et en psychologie positive indiquent que je réussis si je suis heureux et pas l'inverse. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris ou intégré. Alors ça, c'est une des grandes idées de la psychologie positive. Donc, je suis content parce que comme éditeur, j'ai été vraiment l'introducteur de la psychologie positive en France. Et je crois qu'un des grands atouts de la psychologie positive, c'est de renverser complètement la logique habituelle. Alors il faut peut-être expliquer en 2 mots ce qu'est la psychologie positive, parce que le terme n'est peut-être pas le plus heureux, on la confond avec la pensée positive. La psychologie positive est née il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, de grands psychologues et de grands chercheurs américains qui se sont dit c'est étonnant que 80% des recherches sont sur l'angoisse, la dépression, les addictions, les difficultés, mais jamais qu'est-ce qui fait que ça aille bien, qu'est-ce qui fait qu'on réussisse. Et donc ils ont décidé de s'occuper de cela. Et ils ont découvert beaucoup de choses complètement contre-intuitives. Donc, une des grandes choses contre-intuitives, c'est que depuis qu'on est petit, on nous explique si tu travailles bien, tu seras content. Si tu réussis bien, tu seras content. Et la psychologie positive a montré que c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on est content qu'on peut réussir. Et cet état-là, l'état dans lequel on est absolument crucial. Et ça a amené beaucoup de recherches. Donc une des choses les plus étonnantes, c'est l'expérience optimale, l'expérience du flow de Csikszentmihalyi, qui essaye de montrer comment l'état dans lequel on réussit est un état dans lequel on est pleinement présent, pleinement un avec ce qu'on fait, une sorte de congruence qui fait qu'on se sent porté par quelque chose de plus grand que soi et qui nous permet de relever les différents défis que nous avons. Alors, ce qui est absolument passionnant, c'est que la description de cette expérience de flow, qu'on pourrait dire, idéalement, par exemple, le joueur de jazz qui improvise, il est là complètement avec ce qu'il fait. Cette expérience est très proche de l'expérience qu'on cultive dans la pratique de la méditation. Et ça, quelque chose de très frappant, c'est que ça nous montre que notre croyance habituelle « je vais bien parce que les nouvelles sont bonnes » ou « je vais mal parce que j'ai des mauvaises nouvelles » est beaucoup trop sommaire. Je peux agir sur mon état de bien-être, mon état de présence, j'ai une possibilité d'agir dedans et je ne suis pas heureux uniquement en fonction des circonstances extérieures. Là, je crois que c'est absolument une manière très aidante qui donne un autre rapport d'une certaine presque d'hygiène psychologique qu'on peut cultiver et apprendre. Et évidemment, là, les relations entre méditation et psychologie positive font partie des choses qui sont extrêmement frappantes, qui se sont beaucoup développées. Au début, la sphère de la méditation avait peu de rapport avec la psychologie positive et la sphère de la psychologie positive avait peu de rapport avec la méditation. Et en 10 ans, ils se sont énormément rapprochés. Et on voit bien pourquoi, parce que les gens qui étudient la psychologie positive vont chercher qu'est-ce qui permet d'être dans un état optimum, d'un état de bien-être, et se sont rendus compte qu'au fond, la méditation était sans doute la chose la plus simple qui permettait de transformer son état d'être. Et de l'autre côté, les gens qui s'intéressent à la méditation et qui cherchaient une manière d'en parler laïque, occidentalisée, qui n'a plus de rapport avec tout le côté un peu fatra, religieux, gourou et tout ça, rituel, ont trouvé que la psychologie positive était une très bonne manière d'arriver à comprendre ce qui se passe dans la pratique de la méditation. Et donc, c'est un des engagements qui est le mien de travailler à l'articulation de ces 2 disciplines.
Alors c'est parfait parce que c'est une excellente transition pour ma dernière question. La méditation, c'est être dans l'instant présent, être en pleine attention. C'est ce qui permet la créativité et l'innovation. Parfois, les gens ont du mal à intégrer ce phénomène. Le grand problème de la transmission de la méditation aujourd'hui, c'est qu'elle est réduite à un instrument technique pour être plus performant. C'est très abstrait, ou pour gérer son stress. C'est très abstrait, et ça empêche complètement de comprendre ce qui se joue dans la pratique de la méditation. Du reste, dire à quelqu'un qui va gérer son stress, c'est sans doute la meilleure manière de le rendre encore plus nerveux. Ouais. Moi, si on me dit « calme-toi » quand je suis énervé, ça me rend encore plus nerveux. Mais ce qu'on découvre dans la pratique de la méditation, c'est que ça me permet de passer d'un état dans lequel j'essaie de tout contrôler sans jamais pouvoir réussir, parce qu'on ne peut jamais tout contrôler, à un état dans lequel j'entre dans une plus grande confiance, une plus grande présence, qui me permettent de donner sens, effectivement, à un sens de créativité, la capacité de relever un défi, parce que c'est ce qu'on ne voit pas, qui me semble vraiment problématique pour des gens qui ont des responsabilités dans l'entreprise, c'est que les gens ont tendance à croire que ce qui leur manque, c'est des outils pour résoudre des problèmes. Mais quand on est face à une difficulté, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'outils qui ont aidé et qu'il faut qu'on fasse preuve de présence d'esprit, d'une capacité dans l'instant à prendre une décision. Exactement. Et la méditation apparaît ici comme l'outil royal, parce qu'elle n'est pas juste un instrument, mais elle a une capacité de se ressourcer à cette autre forme de pensée que, par exemple, le prix Nobel d'économie Kahneman appelle de ses voeux. Une pensée qui ne soit pas la pensée uniquement instrumentalisée à court terme, qui court après une efficacité, mais qui du coup manque de recul, de créativité, de liberté, de capacité d'innovation, de capacité de prendre du recul, d'inventer de nouveaux chemins, de se remettre en question, d'être à l'écoute, d'être empathique. Et donc c'est tout cet autre mode de pensée que la méditation nous aide à cultiver. Et or, aujourd'hui, on fait tous l'épreuve que nous sommes en train d'aller mal, d'avoir négligé ce mode de présence à soi, aux autres et au monde. Absolument. Merci Fabrice Midal pour cet entretien passionnant. J'ai hâte d'être avec vous le 24 novembre pour pouvoir débattre et échanger sur tous ces sujets si passionnants et utiles à l'entreprise. À bientôt et rendez-vous le 24 novembre. Merci. Au revoir.